Bonjour et bienvenue au rendez-vous pause lecture sous l'arbre à palabres. Je vous propose un moment de lecture d'un roman qui me tient particulièrement à cœur, L'enfant noir de Kamara Lai. Installez-vous confortablement, la lecture va commencer. Rendez-vous au prochain chapitre. L'enfant noir de Kamara Lai, chapitre 1. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Quel âge avais-je en ce temps-là? Je ne me rappelle pas exactement. Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier près de mon père et leur voix me parvenait, rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'avais interrompu de jouer, toute mon attention, captée par un serpent qui rampait autour de la case, qui vraiment paraissait se promener autour de la case, et je m'étais bientôt approchée. J'avais ramassé un roseau qui traînait dans la cour. Il en traînait toujours qui se détachait de la palissade de roseaux tressés qui enclos notre concession. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas, il prenait goût au jeu, il avalait lentement le roseau, il l'avalait comme une proie, avec la même volupté, me semblait-il, les yeux brillants de bonheur et sa tête, petit à petit, se rapprochait de ma main. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du serpent se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout et je crois bien que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si à l'instant même Damani, l'un des apprentis, ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père et presque aussitôt je me sentis soulevée de terre. J'étais dans les bras d'un ami de mon père. Autour de moi, on menait grand bruit. Ma mère surtout criait fort et elle me donna quelques claques. Je me mis à pleurer, plus émue par le tumulte qui s'était si opinément élevé que par les claques que j'avais reçues. Un peu plus tard, quand je me fus un peu calmée et qu'autour de moi les cris eurent cessé, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Je le lui promis, bien que le danger de mon jeu ne m'apparût pas clairement. Mon père avait sa case à proximité de l'atelier et souvent je jouais là, sous la véranda qui l'entourait. C'était la case personnelle de mon père, elle était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau, et comme toutes nos cases, rondes et fièrement coiffées de chaume. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. À droite, il y avait le lit, en terre battue comme les briques, garni d'une simple natte en osier tressé et d'un oreiller bourré de capoc. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était la meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les bobos et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, surplombant l'oreiller et veillant sur le sommeil de mon père, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorces. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle et elles étaient richement et curieusement cerclées de chapelets de coris. On avait tôt fait de comprendre qu'elles étaient ce qu'il y avait de plus important dans la case. De fait, elles contenaient les gris-gris, ces liquides mystérieux qui éloignent les mauvais esprits et qui, pour peu qu'on s'en enduise le corps, le rendent invulnérable aux maléfices, à tous les maléfices. Mon père, avant de se coucher, ne manquait jamais de s'enduire le corps, puisant ici, puisant là, car chaque liquide, chaque gris-gris a sa propriété particulière. Mais quelle vertu précise, je l'ignore. J'ai quitté mon père trop tôt. De la véranda sous laquelle je jouais, j'avais directement vue sur l'atelier et en retour, on avait directement l'œil sur moi.
Cet atelier était la maîtresse pièce de notre concession. Mon père s'y tenait généralement, dirigeant le travail, forgeant lui-même les pièces principales ou réparant les mécaniques délicates. Il y recevait amis et clients, et si bien qu'il venait de cet atelier un bruit qui commençait avec le jour et ne cessait qu'à la nuit. Chacun au surplus qui entrait dans notre concession ou qui en sortait devait traverser l'atelier, d'où un va-et-vient perpétuel, encore que personne ne parut particulièrement pressé, encore que chacun eut son mot à dire et s'attarda volontiers à suivre des yeux le travail de la forge. Parfois, je m'approchais, attiré par la lueur du foyer, mais j'entrais rarement, car tout ce monde m'intimidait fort, et je me sauvais dès qu'on cherchait à se saisir de moi. Mon domaine n'était pas encore là. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai pris l'habitude de m'accroupir dans l'atelier et de regarder briller le feu de la forge. Mon domaine en ces temps-là, c'était la véranda qui entourait la case de mon père, c'était la case de ma mère, c'était l'oranger planté au centre de la concession. Sitôt qu'on avait traversé l'atelier et franchi la porte du fond, on apercevait l'oranger. L'arbre, si je le compare au géant de nos forêts, n'était pas très grand, mais il tombait de sa masse de feuilles vernissées une ombre compacte qui éloignait la chaleur. Quand il fleurissait, une odeur entêtante se répandait sur toute la concession. Quand apparaissaient les fruits, il nous était tout juste permis de les regarder. Nous devions attendre patiemment qu'ils fussent mûrs. Mon père alors, qui en tant que chef de famille et chef d'une innombrable famille, gouvernait la concession, donnait l'ordre de les cueillir. Les hommes qui faisaient cette cueillette apportaient au fur et à mesure les paniers à mon père, et celui-ci les répartissait entre les habitants de la concession, ses voisins et ses clients, après quoi il nous était permis de puiser dans les paniers et à discrétion. Mon père donnait facilement et même avec prodigalité. Quiconque se présentait partageait nos repas, et comme je ne mangeais guère aussi vite que ses invités, j'eusse risqué de demeurer éternellement sur ma faim, si ma mère n'eût pris la précaution de réserver ma part. « Mets-toi ici, me disait-elle, et mange, car ton père est fou. » Elle ne voyait pas d'un trop bon œil ses invités, un peu bien nombreux à son gré, un peu bien pressés de puiser dans le plat. Mon père, lui, mangeait fort peu. Il était d'une extrême sobriété. Nous habitions en bordure de chemin de fer. Les trains longeaient la barrière de rosseaux tressés qui limitait la concession, et la longeaient, à vrai dire, de si près que les flamèches échappées de la locomotive mettaient parfois le feu à la clôture, et il fallait se hâter d'éteindre ce début d'incendie si on ne voulait pas voir tout flamber. Ces alertes un peu effrayantes, un peu divertissantes, appelaient mon attention sur le passage des trains. Et même quand il n'y avait pas de train, car le passage des trains à cette époque dépendait tout entier encore du trafic fluvial, et c'était un trafic des plus irréguliers. J'allais passer de longs moments dans la contemplation de la voie ferrée. Les rails luisaient cruellement dans une lumière que rien à cet endroit ne venait tamiser. Chauffé des lobes, le ballast de pierre rouge était brûlant. Il l'était au point que l'huile tombée des locomotives était aussitôt bue et qu'il n'en demeurait seulement pas trace. Est-ce cette chaleur de four ou est-ce l'huile, l'odeur de l'huile qui malgré tout subsistait, qui a attiré les serpents? Je ne sais pas. Le fait est que souvent je surprenais des serpents à ramper sur ces ballasts cuits et recuits par le soleil, et il arrivait fatalement que les serpents pénétrassent dans la concession. Depuis qu'on m'avait défendu de jouer avec les serpents, sitôt que j'en apercevais un, j'accourais chez ma mère. « Il y a un serpent !» criai-je. « Encore un !» s'écriait ma mère, et elle venait voir quelle sorte de serpent c'était. Si c'était un serpent comme tous les serpents, en fait, il différait fort.
elle le tuait aussitôt à coups de bâton et elle s'acharnait comme toutes les femmes chez nous jusqu'à le réduire en bouillie, tandis que les hommes, eux, se contentent d'un coup sec nettement asséné. Un jour pourtant, je remarquai un petit serpent noir au corps particulièrement brillant qui se dirigeait sans hâte vers l'atelier. Je courus avertir ma mère comme j'en avais pris l'habitude, mais ma mère n'eut pas plus tôt aperçu le serpent noir qu'elle me dit gravement: celui-ci, mon enfant, il ne faut pas le tuer. Ce serpent n'est pas un serpent comme les autres, il ne te fera aucun mal, néanmoins ne contrarie jamais sa course. Personne dans notre concession n'ignorait que ce serpent-là, on ne devait pas le tuer, sauf moi, sauf mes petits compagnons de jeu, je présume, qui étions encore des enfants naïfs. Ce serpent, ajouta ma mère, est le génie de ton père. Je considérai le petit serpent avec ébahissement. Il poursuivait sa route vers l'atelier, il avançait gracieusement, très sûr de lui, on dit, et comme conscient de son immunité, son corps éclatant et noir étincelait dans la lumière crue. Quand il fut parvenu à l'atelier, j'avisai pour la première fois qu'il y avait là, ménagé au ras du sol, un trou dans la paroi. Le serpent disparut par ce trou. Tu vois, le serpent va faire visite à ton père, dit encore ma mère. Bien que le merveilleux me fût familier, je demeurai muet tant mon étonnement était grand. Qu'est-ce qu'un serpent avait à faire avec mon père? Pourquoi ce serpent-là précisément? On ne le tuait pas parce qu'il était le génie de mon père, du moins était-ce la raison que ma mère donnait, mais au juste, qu'était-ce qu'un génie? Qu'étaient ces génies que je rencontrais un peu partout, qui défendaient telle chose, commandaient telle autre? Je ne me l'expliquais pas clairement, encore que je n'eusse cessé de croître dans leur intimité. Il y avait de bons génies et il y en avait de mauvais, et plus de mauvais que de bons, il me semble. Et d'abord, qu'est-ce qui me prouvait que ce serpent était inoffensif? C'était un serpent comme les autres, un serpent noir sans doute, et assurément un serpent d'un éclat extraordinaire, un serpent tout de même. J'étais dans une absolue perplexité. Pourtant, je ne demandais rien à ma mère. Je pensais qu'il me fallait interroger directement mon père, oui, comme si ce mystère eût été une affaire à débattre entre hommes uniquement, une affaire et un mystère qui ne regarde pas les femmes, et je décidai d'attendre la nuit. Sitôt après le repas du soir, quand les palabres terminaient, mon père eut pris congé de ses amis et se fut retiré sous la véranda de sa case, je me rendis près de lui. Je commençai par le questionner à tort et à travers comme font les enfants, et sur tous les sujets qui s'offraient à moi, à mon esprit. Dans le fait, je n'agissais pas autrement que les autres soirs, mais ce soir-là, je le faisais pour dissimuler ce qui m'occupait, cherchant l'instant favorable où, mine de rien, je poserais la question qui me tenait si fort à cœur depuis que j'avais vu le serpent noir se diriger vers l'atelier. Et tout à coup, n'y tenant plus, je dis: Père, quel est ce petit serpent qui te fait visite? De quel serpent parles-tu? Eh bien, du petit serpent noir que ma mère me défend de tuer. Ah, fit-il. Il me regarda un long moment. Il paraissait hésiter à répondre. Sans doute pensait-il à mon âge, sans doute se demandait-il s'il n'était pas un peu tôt pour confier ce secret à un enfant de 12 ans. Puis, subitement, il décida. Ce serpent, dit-il, est le génie de notre race. Comprends-tu? Oui, dis-je, bien que je ne comprisse pas très bien. Ce serpent, poursuivit-il, est toujours présent. Toujours il apparaît à l'un de nous. Dans notre génération, c'est à moi qu'il s'est présenté. Oui, dis-je, et je l'avais dit avec force, car il me paraissait évident que le serpent n'avait pu se présenter qu'à mon père. N'était-ce pas mon père qui a été le chef de la concession?
N'était-ce pas lui qui commandait tous les forgerons de la région? N'était-il pas le plus habile? Enfin, n'était-il pas mon père? Comment s'est-il présenté, dis-je? Il s'est d'abord présenté sous forme de rêve. Plusieurs fois, il m'est apparu et il me disait le jour où il se présenterait réellement à moi, il précisait l'heure et l'endroit. Mais moi, la première fois que je le vis réellement, je pris peur. Je le tenais pour un serpent comme les autres et je dus me contenir pour ne pas le tuer. Quand il s'aperçut que je ne lui faisais aucun accueil, il se détourna et repartit par où il était venu. Et moi, je le regardais s'en aller et je continuais à me demander si je n'aurais pas dû bonnement le tuer, mais une force plus puissante que ma volonté me retenait et m'empêchait de le poursuivre. Je le regardais disparaître et même à ce moment encore, j'aurais pu facilement le rattraper. Il eût suffi de quelques enjambées, mais une sorte de paralysie m'immobilisait. Telle fut ma première rencontre avec le petit serpent noir. Il se tut un moment, puis reprit. La nuit suivante, je revis le serpent en rêve. Je suis venu comme je t'en avais averti, dit-il, et toi, tu m'as fait nul accueil, et même je te voyais sur le point de me faire mauvais accueil. Je lisais dans tes yeux, pourquoi me repousses-tu? Je suis le génie de ta race, et c'est en tant que génie de ta race que je me présente à toi comme au plus digne. Cesse donc de me craindre et prends garde de me repousser, car je t'apporte le succès. Dès lors, j'accueillis le serpent, quand pour la seconde fois il se présenta. Je l'accueillis sans crainte, je l'accueillis avec amitié, et lui me fit jamais que du bien. Mon père se tut encore un moment, puis il dit « Tu vois bien toi-même que je ne suis pas plus capable qu'un autre, que je n'ai rien de plus que les autres, et même que j'ai moins que les autres, puisque je donne tout, puisque je donnerai jusqu'à ma dernière chemise. Pourtant, je suis plus connu que les autres, et mon nom est dans toutes les bouches, et c'est moi qui règne sur tous les forgerons des 5 cantons du cercle. S'il en est ainsi, c'est par la grâce seule de ce serpent, génie de notre race. C'est à ce serpent que je dois tout, et c'est lui aussi qui m'avertit de tout. Ainsi, je ne m'étonne point à mon réveil de voir tel ou tel m'attendant devant l'atelier. Je sais que tel ou tel sera là. Je ne m'étonne pas davantage de voir se produire telle ou telle panne de moto ou de vélo ou tel accident d'horlogerie. D'avance, je savais ce qui surviendrait. Tout m'a été dicté au cours de la nuit et par la même occasion tout le travail que j'aurai à faire, si bien que d'emblée, sans avoir à y réfléchir, je sais comment je remédierai à ce qu'on me présente. C'est cela qui a établi ma renommée d'artisan. Mais dis-le-toi bien, tout cela, je le dois au serpent, je le dois au génie de notre race. Il se tut et je suis alors pourquoi, quand mon père revenait de promenade et entrait dans l'atelier, il pouvait dire aux apprentis, en mon absence, un tel ou un tel est venu, il était vêtu de telle façon, il venait de tel endroit et il apportait tel travail. Et tous s'émerveillaient fort de cet étrange savoir. À présent, je comprenais d'où mon père tirait sa connaissance des événements. Quand je relevai les yeux, je vis que mon père m'observait. Je t'ai dit tout cela, petit, parce que tu es mon fils, l'aîné de mes fils, et que je n'ai rien à te cacher. Il y a une manière de conduite à tenir à certaines façons d'agir, pour qu'un jour le génie de notre race se dirige vers toi aussi. J'étais, moi, dans cette ligne de conduite qui détermine notre génie, à nous visiter. Oh, inconsciemment peut-être, mais toujours est-il que si tu veux que le génie de notre race te visite un jour, si tu veux en hériter à ton tour, il faudra que tu adoptes ce même comportement. Il faudra désormais que tu me fréquentes davantage. Il me regardait avec passion et brusquement, il soupira. J'ai peur, j'ai bien peur, petit, que tu ne me fréquentes jamais assez. Tu vas à l'école et un jour tu quitteras cette école pour une plus grande. Tu me quitteras, petit.
Et de nouveau il soupira. Je voyais qu'il avait le cœur lourd. La lampe tempête suspendue à la véranda l'éclairait crûment. Il me parut soudain comme vieilli. Père, m'écriai-je. Fils, dit-il à mi-voix. Et je ne savais plus si je devais continuer d'aller à l'école ou si je devais demeurer dans l'atelier. J'étais dans un trouble inexprimable. Va maintenant, dit mon père. Je me levai et me dirigeai vers la case de ma mère. La nuit scintillait d'étoiles. La nuit était un champ d'étoiles. Un hibou ululait tout proche. Ah, où était ma voix? Savais-je où était ma voix? Mon désarroi était à l'image du ciel, sans limite, mais ce ciel, hélas, était sans étoiles. J'entrai dans la case de ma mère, qui était alors la mienne, et me couchai aussitôt. Le sommeil pourtant me fuyait, et je m'agitai sur ma couche. « Qu'as-tu » dit ma mère. « Rien, dis-je. » Non, je n'avais rien que je puisse communiquer. « Mais pourquoi ne dors-tu pas » reprit ma mère. « Je ne sais pas. »« Dors, dit-elle. »« Oui, dis-je. Le sommeil, rien ne résiste au sommeil, dit-elle tristement. Pourquoi elle aussi paraissait-elle triste? Avait-elle senti mon désarroi? Elle ressentait fortement tout ce qui m'agitait. Je cherchais le sommeil, mais j'eus beau fermer les yeux et me contraindre à l'immobilité, l'image de mon père sous la lampe tempête ne me quittait pas. Mon père qui m'avait paru brusquement si vieilli, lui qui était si jeune, si alerte, plus jeune et plus vif que nous tous, et qui ne se laissait distancer par personne à la course, qui avait des jambes plus rapides que nos jeunes jambes. « Père, père, me répétais-je, père, que dois-je faire pour bien faire ?» Et je pleurais silencieusement, je m'endormis en pleurant. Par la suite, il ne fut plus question entre nous du petit serpent noir. Mon père m'en avait parlé pour la première fois et la dernière fois. Mais dès lors, sitôt que j'apercevais le petit serpent, je courais m'asseoir dans l'atelier. Je regardais le serpent se glisser par le trou de la paroi. Comme averti de sa présence, mon père à l'instant tournait le regard vers la paroi et souriait. Le serpent se dirigeait droit sur lui en ouvrant la gueule. Quand il était à portée, mon père le caressait avec la main et le serpent acceptait sa caresse par un frémissement de tout le corps. Jamais je ne vis le petit serpent tenter de lui faire le moindre mal. Cette caresse et le frémissement qui y répondaient, mais je devrais dire cette caresse qui appelait et le frémissement qui y répondait, me jetaient chaque fois dans une inexprimable confusion. Je pensais à je ne sais quelle mystérieuse conversation. La main interrogeait, le frémissement répondait. Oui, c'était comme une conversation. Est-ce que moi aussi un jour je converserai de cette sorte? Mais non, je continuais d'aller à l'école. Pourtant, j'aurais tant voulu poser à mon tour ma main sur le serpent, comprendre, écouter à mon tour ce frémissement. Mais j'ignorais comment le serpent eût accueilli ma main et je ne pensais pas qu'il eût maintenant rien à me confier. Je craignais bien qu'il n'eût rien à me confier jamais. Quand mon père jugeait qu'il avait assez caressé le petit animal, il le laissait. Le serpent alors se levait sous un des bords de la peau de mouton sur laquelle mon père était assis, face à son enclume. C'est la fin du chapitre 1. Je vous remercie pour le temps que vous avez accordé à cette pause lecture sous l'arbre à palabres. Si vous avez apprécié, je vous invite à liker, commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous et la lecture du chapitre 2. Bye bye.